y a une question qui m'est posée très souvent et que est une question qui est à l'origine, sûrement, non pas d'un malentendu, d'une mauvaise explication de ce que nous sommes, nous les artistes. Et cette question m'est posée quasiment tout le temps par des gens très proches. La question serait, Jacopo, quand on voit tes projets, l'ampleur de tes projets, ou éventuellement qui finance tes projets, comment ça se fait que tu n'as pas assez d'argent, toi Jacopo, pour venir nous rendre visite, c'est le cas de ma famille italienne, ou comment ça se fait que tu n'es pas connu. Et alors là, j'ai envie de réarticuler ou d'articuler ces termes, ces trois termes qui cohabitent dans l'être artiste d'aujourd'hui pour donner une ouverture particulière, nouvelle en tout cas. Ces trois termes, c'est artiste à succès, artiste populaire et artiste riche. On pourrait les simplifier comme ça. En tout cas, les trois termes, c'est le fait de faire avoir du succès, la notion du succès, la notion de popularité et la notion d'économie. Ces trois termes sont distincts, on les utilise de façon distincte et notamment dans le langage de tous les jours, ils ont bien une fonctionnalité différente. Parfois, quand on parle normalement, et même avec des journalistes, même parfois des musicologues, ou parfois avec des personnes qui sont issues de la critique, qui devraient avoir un langage spécifique, en fait, ils sont mélangés. Et dans ce mélange, il y a beaucoup de confusion. Et là, il se crée beaucoup de frustration, surtout chez les jeunes, chez les plus jeunes. Un artiste à succès est un artiste dont on a repéré les actions. Succès vient du latin succedere, comme en italien, qui veut dire succeeded en anglais, hein, qui a eu lieu. Un événement a été repéré. A été repéré par quoi? Par la presse, par les médias, parfois tout simplement par le public, parfois par les archives, parfois par les festivals. Donc c'est le fait que quelque chose a lieu et qui est à l'issue d'une succession d'événements. Donc un artiste à succès est un artiste qui a été repéré par n'importe quel milieu. Et effectivement, ceci est mon cas. Donc on pourrait dire que Jacopo est un artiste à succès. Jacopo n'est pas un artiste populaire pour deux raisons. La première, c'est que j'ai choisi une discipline artistique qui est, par sa propre nature, un art de niche. La musique de recherche, que celle que je pratique, connue aussi comme musique érudite, donc la musique qui enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Une musique qui se veut être capable de réfléchir sur sa propre nature, sur sa propre esthétique et sur le pourquoi même de sa propre existence. C'est le genre de musique que je pratique, très souvent mal connu sous le terme de musique contemporaine. Cette musique n'est pas populaire, elle ne peut pas l'être, parce qu'elle s'adresse à des modes opératoires qui ne sont pas stéréotypés, donc qui ne sont pas immédiatement préacquis par l'écoute de tous les jours du public, donc c'est plutôt une musique qui s'adresse à des tentatives de la création de nouveaux archétypes. Donc déjà, il faut connaître le mot archétype. Il faudrait en tout cas envisager la notion de l'archétype et éventuellement son renouvellement ou le changement d'un archétype ou voir l'épaississement d'un archétype. Donc déjà ça ne peut pas être populaire par la complexité en elle-même. Et surtout, c'est une musique qui procède par test, par tâtonnement, par tentative, parfois malheureux et parfois, de temps en temps, réussi. J'invite n'importe qui parmi vous à me citer, et mis à part encore une fois les cas spécifiques, combien de pièces de Beethoven vous connaissez réellement. Non pas que vous avez entendu une fois ou deux, mais que vous connaissez réellement. Moi, je ne rêverais pas à 30. Et j'adore Beethoven. C'est-à-dire que quand certaines personnes me disent je vais écouter l'intégralité des quatuors à cordes de Beethoven, je veux bien que les personnes y aillent, je veux bien, même ça fait du bien aux quatuors à cordes qui les jouent, mais je ne crois pas du tout qu'ils accèdent réellement au contenu profond des quatuors à cordes. Car le quatuor à cordes, c'est un cas spécifique que j'ai choisi, est typiquement le genre de musique dans lequel, depuis la nuit des temps, les compositeurs ont reversé une grande importance en termes de recherche formelle, esthétique, stylistique, et depuis un certain temps aussi de recherche au niveau des timbres et ainsi de suite. Donc le genre de musique que je produis ne peut pas être populaire, je n'y crois pas, et ça serait même très prétentieux. Et ça renvoie à une filiation à laquelle je crois beaucoup,
qui me plaît. Et moi, j'aime beaucoup écouter certaines œuvres de Mozart ou de Beethoven ou de Brahms ou de Bach, et ainsi de suite, car je trouve dans certains de ces pièces, et pas toutes d'ailleurs, la même tentative, évidemment chez eux réussie, que j'ai envie d'essayer de faire. Le troisième axe, donc, est l'économie ou la richesse. Alors là, encore moins, du moment que une musique n'est pas populaire, ce n'est pas du tout dit qu'elle produise une économie. Et pourtant, l'artiste, éventuellement, a du succès. J'ai envie de vous citer l'exemple récent de Peter Brook, qui, lors d'une interview relativement récente, il a avoué devoir travailler encore pour arriver à la fin du mois. C'est-à-dire, un artiste de très grande ampleur, je voudrais utiliser le terme de grande réverbération dans le milieu qui connaît Peter Brook. Donc c'est l'un des pics, l'un des sommets de réussite de la mise en scène, de l'art du théâtre. Cet artiste qui est bien au-delà de 90 ans d'âge, il doit encore travailler pour maintenir sa vie. Et pourtant, il est un artiste à succès, et dans la niche du théâtre du XXe siècle et du XXIe siècle, est extrêmement connu, et parmi les plus connus, donc on pourrait dire les plus populaires. Non, parce que les niches parfois ne se croisent pas, parfois les niches du théâtre ne se croisent pas avec les niches de la musique, qui ne se croisent pas avec les niches de la peinture, et ainsi de suite. On est encore dans une période de l'histoire contemporaine où les arts, combien même elles se touchent, parfois elles n'ont pas nécessairement le même circuit d'économie, et encore moins le même circuit de propagation, de diffusion. Et la chose la plus difficile, c'est pour les jeunes artistes qui parfois n'ont aucune possibilité, surtout en ces moments, de pouvoir aboutir à une forme de revenu par rapport à son art. Ce serait mettrait en cause, si c'est mal interprété et mal considéré, cet enchaînement logiquement faux entre avoir du succès, être populaire, donc être riche, ou en tout cas en vivre de son métier. Ces trois dimensions de l'esprit, avoir du succès, avoir ou produire de la notoriété, avoir ou produire une économie, ne sont pas du tout corrélés nécessairement. Bien sûr, si nous prenons l'exemple de Michael Jackson, c'est probablement le plus éclatant. Il était un artiste à succès, on a bien répertorié depuis son jeune âge le talent qu'il avait pour chanter, pour danser, pour se mettre en spectacle. De tout son vivant pareil, donc il était extrêmement populaire, je crois même qu'il était la deuxième personne la plus vue de visu de la planète, étant la première un pape mort récemment, Jean-Paul II. Et bien évidemment, il a développé une économie conséquente. Là, on pourrait y voir un lien de causalité entre la notoriété très grande, très importante, des millions de gens, des millions de personnes qui l'ont vu, et donc qui ont acheté des disques, qui ont acheté des places de théâtre, de spectacle pour aller le voir. Mais ceci, il ne faut jamais le confondre avec la nature la plus profonde qui pousse chacun à être artiste, en tout cas qui a poussé moi depuis le tout petit âge que j'avais, depuis mes 8 ans d'âge, quand j'ai décidé que je serais compositeur, qu'un jour j'aurais été compositeur. Ce n'était pas du tout ni l'économie qui pour moi était une chose totalement abstraite, la popularité à cause du genre musical que j'ai embrassé, je le savais déjà, qui était une histoire de niche. Quand j'allais aux écoles primaires et même au lycée, au collège, c'était une question j'étais le seul à écouter Tchaïkovski et le seul qui, dans ma classe, allait avec une partition de Richard Strauss. Néanmoins, j'avais envie de le faire, et non pas pour des questions de succès, j'avais envie de produire mes propres œuvres. Donc, être un artiste à succès, est une causalité innée du fait qu'on produit, et qu'on arrive à se faire remarquer. Non pas pour se faire remarquer en soi, ça c'est une faute majeure que j'évite depuis longtemps, grâce d'ailleurs à mes maîtres qui m'ont appris à ne pas me focaliser sur ça, donc à ne pas me focaliser sur les vanités. Mais si on arrive à avoir du succès, donc à être repéré, on a la chance ou l'opportunité en tout cas de poursuivre cette démarche et donc de faire une suite, donc de succéder l'un après l'autre, dans mon cas des compositions. Car il n'y a pas pire qu'avoir une existence inexprimée, et
pour moi, la musique a été le moyen privilégié de, de m'exprimer dans la composition. Et pouvoir être capable de créer une succession d'événements artistiques me permet d'effectivement m'assurer une capacité de m'exprimer dans les mois, dans les jours à suivre. Donc, bien sûr, qui parmi nous ne serait pas heureux d'avoir une économie suffisante pour pouvoir avoir un certain niveau de aisance, on peut dire comme ça. Eh bien, je peux vous dire que depuis peu, j'ai changé d'idée. Avant d'écouter l'interview de Peter Brook, j'étais à New York au mois de novembre dernier et j'ai participé à une production dont j'ai rencontré une dame très très âgée. Je crois qu'elle doit avoir, comme Peter Brook, autour de 92, 93, je ne pourrais pas vous dire l'âge exact de cette personne, qui avait un charme incroyable, une vivacité dans les yeux, qu'il a encore, une vivacité immense, et qui montrait une curiosité, une sorte de véhémence, une envie de la connaissance, qui était un décalage quelque part avec l'âge physique de son corps. Quand j'ai demandé dans l'entourage que je fréquentais qui était cette personne, parce que pour moi elle était totalement inconnue, je ne l'avais jamais vue et je ne comprenais pas, en fait il s'agit d'une danseuse qui dans les années 60 était extrêmement populaire à Broadway. Elle faisait le rôle dans une comédie musicale Peter Pan. Elle faisait dans la scène où il y a les petits Indiens, étant donné qu'elle était une danseuse relativement petite, elle pouvait faire, entre guillemets, l'adolescente professionnelle qui dansait de façon assez spectaculaire. Et pendant des années, elle faisait le même rôle, elle était extrêmement repérée, extrêmement connue, donc elle a eu du succès, elle était réellement populaire. Et aujourd'hui, elle est dans une très grande détresse économique, depuis un moment d'ailleurs, et que cette détresse économique s'est traduite non pas à un assistanat, mais à une envie permanente, comme Peter Brook, de se renouveler, de chercher, de rester actif, de ne pas être dans une passivité qui serait une forme de faux soulagement. Je ne pense pas qu'être artiste finit un jour. J'ai eu la chance de fréquenter Berio jusqu'à quelques semaines avant son décès, et Berio n'a jamais arrêté d'écrire, n'a jamais arrêté d'agir. L'écriture n'est pas seulement l'écriture de la composition, donc l'être artiste est une écriture permanente. Et donc, il ne faut pas mélanger, je trouve, ces trois dimensions. Et si ces trois dimensions ne cohabitent pas, ce n'est pas un problème pour l'être en soi artiste, car l'être en soi artiste devrait être à l'origine une recherche d'une forme de transcendance de soi par le moyen de l'art. Or, avoir du succès, effectivement, est la base de faire succéder les projets l'un après l'autre, donc de donner à un artiste les moyens d'exister, tout simplement. La notoriété ou la popularité et l'économie qui vont avec, c'est une question parfois de luxe. Bien sûr que certains des projets que j'ai pu réaliser ont été financés parfois de façon très importante par des mécènes privés, par des institutions publiques de taille, et qui donc ont permis l'existence des projets. De ces mêmes projets qui sans eux seraient restés éventuellement dans un cahier de souhaits, de désirs, mais qui n'auraient pas vu le jour. Donc, je tenais à vous transmettre cette réflexion autour de la différenciation de ces trois mots et de comment, en tout cas personnellement, je bannis ou j'évite les deux, de la popularité et de l'économie, qui, combien même, encore une fois, sont des dimensions humaines qui feraient plaisir à tout le monde, y compris à moi-même, mais que ce n'est pas ce que je recherche. Et ce que je souhaite, c'est de ne pas identifier parfois des créations qui font appel à des grandes productions comme un exemple de richesse. Ceci est une fausse interprétation qui peut fausser beaucoup les jeunes qui auraient des idées similaires, qui pourraient être éventuellement créées avec des moyens beaucoup plus simples que ceux que je suis capable de faire moi-même, et que par bête confrontation, par bête mise en compétition, ne pourraient pas exister.